Bonjour, 17e journée du championnat, match du jour, Racing Bordeaux, vous ne serez pas déçus. Magazine Psy-Foot avec Félix Lacuesta, c'est un reportage de Christian Vella. Didier Six à Istanbul, la semaine dernière c'était par téléphone, aujourd'hui vous aurez droit à des images et un reportage plus complet de Marianne Mako. Un retour sur les matchs comptant pour l'Eurofoot qui se sont disputés mercredi dernier avec un Pays-Bas-Chypre dramatique. Et puis c'est un téléfoot à thème, un dossier sur les entraîneurs, un dossier en 3 volets, le premier volet ou premier acte si vous préférez, aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu tristes car cette semaine, nous avons perdu un confrère âgé de 51 ans, Francis Le Goulven, pilier de Miroir du football. Vous vous en souvenez sans doute avec François Thébault-Thierry, que vous connaissez bien. Alors on voudrait d'abord présenter les condoléances de Téléfoot à toute sa famille. Dire qu'on pense à lui, que c'était un copain et comme vous l'avez dit Didier, on est un peu triste aujourd'hui, on lui dédie donc ce numéro 370 de Téléfoot. Voilà, et on attaque donc avec la 17e journée du championnat, match du jour, je vous l'ai dit. Racing Bordeaux, Martin Zara et Frédéric Jaillant. Le Matra Racing a des résultats. Il lui reste à trouver un public. En 7 matchs au Parc des Princes, 15 000 spectateurs de moyenne. Le PSG, lui, en est à 21 000. Les malheurs du PSG font le bonheur? Je ne pense pas. Bien sûr, il y a peut-être 10 personnes, 100 personnes, peut-être 1000. Mais je veux dire que je crois qu'actuellement, il y a des déçus du PSG. Je ne souhaite pas les prendre, mais je souhaite que le football les conserve parce que je crois qu'actuellement, ils ne sont ni avec le PSG, ni avec le Matra. Pour la venue du Bordeaux, un espoir, remplir le Parc des Princes. À 1 heure de coup d'envoi, ce n'est pas la folie devant les guichets, un public bien sage qui vient pour le Racing, mais surtout pour le spectacle. Je suis de la banlieue, alors je viens pour le Racing. Vous suivez le Racing assidûment? Ouais, depuis même à Colombes, quand il jouait à Colombes, je venais. Et je trouve que ça joue bien au ballon. Un sportif se doit d'aller voir tous les matchs et de juger si une équipe est bonne ou pas. Il paraît que le Racing n'a pas de public, c'est pas vrai alors? Non, moi je peux ouvrir avoir ma carte, je suis abonné, depuis même en 2e division. Le public parisien est un grand. Pourquoi? Je sais pas. Il leur faut pas seulement la victoire, il leur faut aussi le spectacle et bon c'est pareil. Hein. Vous avez invité des enfants aussi? Oui, Très bien. C'est comme ça qu'on fait des vocations. 8 000 enfants invités, Matra joue pour le futur. Et à 20 minutes du coup d'envoi, le parc affiche presque complet. Rarement vu cette saison pour le Racing. Je pense que le problème, c'est pas du public, c'est du Matra. Je pense que le public à Paris, il aime le football. Mais il ne vient pas au football parce que je pense que l'équipe n'est pas bonne. Donc maintenant, je pense que l'équipe améliore un peu et le public est là, normalement. Le Racing est en passe de gagner son pari. Le public vient de plus en plus nombreux au parc, mais il manque encore une âme. Les spectateurs parisiens ne s'identifient pas encore au Matra Racing. Nous pratiquons un bon football et si les résultats sont là, je crois que le PSG l'a prouvé il y a 2 ans. Je crois qu'il est capable de... Le foot à Paris est capable de drainer pas mal de spectateurs. Et un spectateur de marque dans les tribunes, Enzo Francescoli, presque aussi élégant que sur le terrain, l'Uruguayen est suspendu. Également absent, mais côté bordelais, Philippe Farjean. Les premiers à se montrer dangereux sont les Parisiens. Moins de 3 minutes de jeu à la suite d'un coup franc d'Oum-Pierrez. Germain récupère le ballon. Tête de Crimo, mais ça passe nettement au-dessus. Le Matra Racing joue bien, mais attention au contre bordelais comme celui-ci. Tigana, Touré, ça va très vite. Ballon vers Zlatko Vujovic à la lutte avec Mahut. Le dernier mot pour le Yougoslave qui, repoussé par Olmeta, Touré a failli reprendre. Vujovic est contré. Tout cela se termine par un coup franc pour les Bordelais. Coup franc qui ne donnera rien, comme on dit, alors que celui-là, pour les Parisiens à présent, fut bien près de faire mouche. Le tir de Fernandez au ras du poteau, début de Dropsy. Rythme très rapide, là Fernandez est à l'origine d'une action qui aurait pu se terminer par un pénalty. Il y a une main de Touvenel dans son tacle. Il est vrai que cela aurait été sévère. Monsieur Vautreau a bien fait de ne pas appliquer le règlement à la lettre. Reste que tout cela s'est déroulé alors que l'on joue seulement depuis 20 minutes et il faut ajouter ce tir de Bucher, remarquablement détourné par Dropsy. Juste après, sortie de Tigana, victime d'une contracture et remplacé par Alain Roche. Roche que voici,
Il donne sur la droite vers Zlatko Vujovic. Ce dernier prend tout son temps. Il centre, Roche manque sa reprise de volée, mais ce n'est pas terminé. De l'autre côté, il y a l'autre Vujovic, Zoran. De nouveau un centre, de nouveau après une remise de Touré, une reprise de volée, cette fois de Bijota, mais sans danger pour Olmeta. Remarquable première période donc, mais pas de but, 0-0 à la mi-temps. La deuxième période, dégagement bordelais directement récupéré par Umpierrez, puis Crimo, puis Bucher, et encore une fois, excellente intervention de Dominique Dropsy. Mais après cette occasion parisienne, ce sont les Bordelais qui prennent le contrôle du jeu pendant toute la dernière demi-heure. Ils pratiquent un football remarquable et se procurent plusieurs occasions. Voici les deux plus nettes. D'abord Touré pour Ferreri, Olmeta renvoie. De nouveau Touré, puis Vujovic, et c'est finalement Mahut, bien revenu, qui peut détourner en corner. Et encore 3 minutes à jouer quand Zoran Vujovic tire ce coup franc, tête de son frère sur la transversale. Vraiment pas de chance pour les Bordelais. Les Parisiens ont eu chaud et sans doute très peur pour se libérer. Quelques réflexions entre eux, pas très gentilles, en particulier entre Olmeta et Mahut. Bref, rien de bien méchant. Pendant ce temps-là, on revoit le ralenti, la tête est superbe et Olmeta à la baraka. Les Parisiens, il reste donc moins de 3 minutes, ne sont pas pressés de se dégager. Pascal Olmeta donc prend tout son temps. On se dit qu'il est dommage qu'un tel match se termine sans le moindre but, que Bordeaux n'est pas verni, que le Matra Racing s'est bien battu pendant toute la durée du match. Bref, on est un petit peu perdu dans ses pensées, sans doute comme les joueurs bordelais à ce moment de la partie. Car regardez, Crimo, comment, pourquoi se retrouve tout seul, but à 2 minutes de la fin du match, coup de théâtre et coup de maître des Parisiens. Grâce à ce but que l'on va revoir, et marqué donc, comme il y a 15 jours, contre Monaco par Crimo, ils battent finalement Bordeaux 1-0, un résultat assez heureux pour le Matra Racing, mais un match hier soir au Parc des Princes de toute beauté. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. L'homme du match n'appartient pas à l'équipe qui a gagné. Zlatko Vujovic est bordelais, il symbolise le talent de son équipe, mais aussi son manque de réalisme face au Matra. Il symbolise le talent de son équipe, mais aussi hier soir son manque de chance. Il y a une forme d'injustice, c'est vrai, lorsqu'on voit ce qu'a produit Bordeaux ce soir sur le terrain du Parc des Princes, c'est assez impressionnant. Cette équipe bordaise n'a pas été en réussite, mais elle n'a pas su concrétiser toutes les actions qu'elle a faites. Et en football, il ne faut pas gâcher tout ça. Et Paris gagné pour le Matra, les 35 000 spectateurs seront partis satisfaits. Ils reviendront. Philippe Mahut, alors la réaction du public ce soir? Je crois que le public a une très bonne réaction vu que le match a été de bonne qualité. Voilà, une équipe heureuse parisienne, une autre qui l'est beaucoup moins, le Paris Saint-Germain. Nouvelle étape de son chemin de croix au stade de l'Abbé des Champs à Auxerre. Philippe Pouille était présent pour Auxerre PSG. Auxerre, nouvelle étape dans l'histoire du club du président Borelli. Gérard Houllier a laissé sa place d'entraîneur à Éric Mombaerts, nerveux avant ce match contre Auxerre, mais c'est normal. Responsable du PSG à 32 ans, ce n'est pas évident. Mombaerts a emprunté à Arthur Georges l'échauffement d'avant-match et il a pu s'apercevoir aussi que les supporters parisiens ne laissaient pas tomber le club. Ils étaient encore très nombreux à avoir fait le déplacement à Auxerre. Cela a même un petit peu perturbé le traditionnel calme bourguignon. Le match maintenant est ce qui a peut-être été le tournant de la rencontre. 5e minute, superbe action de Calderon pour Xereb. Malheureusement pour Paris, comme l'on dit dans ces cas-là, Simba va manquer l'immanquable. À 2 mètres, il met le ballon au-dessus de la transversale de Martigny. Dur surtout pour une équipe qui a besoin de se refaire une santé. Plus dur encore, 13e minute, une balle apparemment anodine, le ballon dans les pieds de Vailleroy qui sent tranquillement pour la tête de Cantona, tête piquée. Batz est battu, 1-0 pour Auxerre. Et pourtant, Paris joue plutôt bien. La preuve encore avec cette action. Les Parisiens font le forcing, toujours Calderon. La balle voyage jusqu'à l'aile droite. Centre de Seine, Simba se jette, c'est bien joué, mais pas de problème pour Martigny. Et 1-0 à la mi-temps.
En deuxième période, toutes les occasions de but seront pour les joueurs de Giroud et elles seront nombreuses. Centre de Vailleroy, reprise de Courtet, sauvetage de Batz. Batz qui a beaucoup souffert sur son ancienne pelouse du stade de l'Abbé des Champs. Là encore, il réussit un arrêt réflexe sur une reprise de Canton. Les Parisiens ont tenu longtemps ce résultat de 1-0. Ils y ont mis parfois tous les moyens, comme sur cette action où ils ne font aucun cadeau à Courtet. Mais l'espoir de revenir à la marque s'envolera définitivement à la 78e minute suite à ce coup franc. Centre de Vailleroy pour la tête de Coquard, 2-0. Et des débuts réussis pour Coquard qui jouait son premier match avec les pros. Après le petit jeune, l'ancien et le capitaine Claude Barré. Nouvelle balle au millimètre de Vailleroy à l'origine des 3 buts. Et Barré, lui, ajuste tranquillement Joël Batz, 3-0 pour Auxerre. Vous n'êtes pas découragé? Non, je ne suis pas découragé. Sinon, il faudrait que j'arrête tout de suite et que je rende mon tablier. Je ne suis pas découragé en tant qu'entraîneur. Bon, ça fait partie des situations difficiles à vivre. Bon, dès demain, on se remettra au travail. On essaiera de penser nos blessures. Et puis lundi, mardi, on va recommencer. Et vous pensez que d'ici combien de temps le PSG sera remis d'aplomb? Je me suis d'abord fixé un cycle de 3 matchs, de 3 semaines de travail, 3 matchs. Et après, je ferai le point. Félix Lacuesta joue, vous le savez, depuis peu à la Escane. Il souffre d'une déchirure de mollet. Tout au long de sa carrière, il a beaucoup fait parler de lui en bien. C'est vrai qu'il a une technique largement au-dessus de la moyenne. En moins bien, on parle de forte tête, mais enfin, vous savez, les réputations, ça va très très vite. On va voir tout cela avec Christian Vella. Esqualduna guerra, esqualduna guerra, gora gora, esqualduna guerra, gora gora, esqualeria. Il y a quelques mois, il était chômeur et aujourd'hui, la Escane l'a sorti du tunnel. Il a été pourtant l'un des footballeurs français les plus doués de sa génération. Lui, c'est Félix Lacuesta, un type pas ordinaire et un footballeur qui est passé à côté d'une grande carrière. Quand vous étiez chômeur, est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, bon, ben, j'en ai marre, je vais arrêter? Oui, je croyais arrêter d'ailleurs. À un moment donné, je me suis dit, bon, je vais arrêter, je n'avais pas de proposition intéressante, si ce n'est 2 ou 3 clubs de deuxième division, mais vraiment, ça ne me disait rien d'aller en seconde division pour m'emmerder sur un terrain en fait. Félix Lacuesta, comment un joueur comme vous, de votre qualité, a-t-il pu se retrouver un jour au chômage? Paolo Rossi a bien été au chômage, je ne vois pas pourquoi Félix Lacuesta ne serait pas au chômage. Bon, ceci dit, je crois qu'il y a une part de responsabilité qui m'incombe, mais il y en a une autre qui incombe aussi au président du club. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez gâché quand même vous-même un potentiel énorme? À force de me le répéter, à force que les gens me disent des choses comme celle-là, je vais finir par le croire. Vous aviez quand même les qualités pour être un grand du football français, non? Je sais pas, là, vous pensez pas de cela, mais enfin, je me retrouve aujourd'hui à 29 ans à Cannes, dans un club qui en début de saison n'avait pas tellement d'ambition, si ce n'est celle de rester en première division. Alors je considère que peut-être je suis à ma place. Félix, est-ce que vous en voulez à quelqu'un en particulier dans ce milieu du football, quelqu'un qui vous a fait du mal? Moi, je crois que beaucoup de monde m'a fait du mal. En partant de Saint-Étienne, ensuite à Bordeaux, ensuite à Lyon, ensuite même à Monaco. Bon, je crois que... Mais qui les dirigeants des clubs, les dirigeants de ces clubs-là, que ce soit les présidents ou les directeurs sportifs. Parfois on a dit que vous aviez un caractère de cochon, c'est vrai ça? Non, je crois que je suis un homme droit, j'aime qu'on soit franc avec moi et honnête, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, je le fais dire, c'est tout. Vous n'avez même pas une sélection, c'est injuste, non? Je ne sais pas si c'est injuste, mais bon, il est vrai qu'à une certaine période, je crois que j'aurais pu postuler franchement à avoir une sélection à l'équipe de France. Et pourquoi vous n'avez pas eu les sélectionneurs? Je crois que comme M. Hidalgo avait trop de problèmes à cette époque-là, je crois que j'étais jeune aussi, et il avait considéré que j'avais le temps, et puis bon, moi je le sentais pas un peu comme ça.
Dites-nous franchement, quand on s'appelle Félix Lacuesta, est-ce qu'on a gagné beaucoup d'argent avec le football? Non, non. J'ai bien gagné ma vie, mais j'ai pas gagné beaucoup d'argent. Vous auriez pu en gagner plus? Oui, si j'avais joué dans un grand club, si j'avais été international, je crois que j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Il est évident. Est-ce que vous jalousez un peu tous ces types dont on annonce des salaires astronomiques? Non, je ne jalouse pas. Je dis que si effectivement il les mérite, je ne vois pas pourquoi ils ne prendront pas l'argent qu'on leur propose. Mais vous dites s'ils les méritent? Oui, parce que je considère que certains ne le méritent pas. Voilà ce qui est franc. Bien, nous allons rester avec Cannes. Cannes, une des équipes qui marche bien cette saison, se déplaçait à Nantes. Un match au sommet de cette 17e journée que l'on retrouve avec Yves Cupernac. Le nuage toxique n'a pas découragé les Nantais venus en nombre assister à ce Nantes-Cannes, un match dont la précédente édition remonte à 1965. Battus la semaine dernière à Monaco, les Nantais se devaient de réagir et les choses n'ont pas traîné puisque dès la 3e minute, Koumboiré voit son tir repoussé par Morisseau. Antoine Koumboiré, l'homme de ce début de match, puisque 9 minutes plus tard, il est encore tout près d'ouvrir la marque, sa tête étant repoussée sur la ligne par un Cannois. Maître du terrain et du ballon, les Nantais jouent bien, écartant parfaitement le jeu. Ils débordent fréquemment des Cannois regroupés en défense, comme sur cette action de Loïc Amis, mais la tête d'Anziani passe au-dessus. Pas une seule occasion de but en 45 minutes pour les Azuréens qui à la mi-temps s'accrochent toujours à ce score nul et vierge de 0-0. Mais les Nantais ne l'entendent pas de cette oreille. Et dès la reprise, ils essaient encore d'accélérer le jeu avec cette action en triangle. Rio, Anziani puis Johnston qui tout seul échoue sur Morisseau. Mais pour Nantes, ce n'est que partie remise, puisque sur ce coup franc à 20 mètres du but canon, on pense qu'Anziani va tirer du pied droit, mais Vercotteren surgit et du pied gauche inscrit un but superbe. Morisseau n'a pas esquissé le moindre geste et à la 53e minute, Nantes mène 1-0. Et ce n'est pas terminé, 8 minutes plus tard, corner d'Amis, tête matchée de Koumboiré, Johnston dévie et Chavreau est obligé de dégager sur sa ligne. À peine le temps de se demander si le ballon a oui ou non franchi cette ligne, Camille tire un nouveau corner, reprise de Vercotteren et Johnston exactement au même endroit que sur l'action précédente. Davy et Marc, Morisseau est furieux, il estime que l'Écossais était hors jeu, il a tort, puisqu'au moment de la frappe de Vercotteren, Johnston est couvert par 2 défenseurs cannois. 2-0 pour Nantes, le match semble joué, mais les Cannois qui n'ont pas eu une seule occasion de but jusqu'alors se réveillent, Savic mettant tout d'abord le ballon au ras du poteau de Marot, et 5 minutes plus tard, à la 82e minute, il profite d'un tir contré de Pilorget pour réduire l'écart. Brasigliano est furieux. Savic, lui, y croit encore. Pourtant, plus rien ne sera marqué. Nantes l'emporte fort logiquement 2-1. L'arbitre, monsieur Sculfort, refusant fort justement un 3e but au Nantais pour un hors-jeu de Johnston. Panorama complet de cette 17e journée avec tous les buts et les commentaires de Frédéric Jaillant. Tout d'abord, Nice contre Monaco, une fin de match difficile et de la chance pour le leader. Là, sur ce corner, les Niçois vont s'y mettre à 3 pour envoyer le ballon sur la transversale. Nice et Monaco ont fait match nul 0-0. Marseille-Toulouse, près de 30 000 personnes au stade Vélodrome, domination de l'OM, mais un seul but marqué après 5 minutes de jeu en deuxième période et encore signé Alops. L'ouverture était de Giresse. Beaucoup de monde également à Metz qui recevait Niort, mais le public a dû patienter 82 minutes pour le premier but. Tête de Braconi. Metz mène 1-0. Finalement, Metz bat Niort 2-0. Deuxième but marqué à 3 minutes de la fin de la rencontre par l'Écossais Eric Black. Saint-Étienne-Toulon. Toulon a dominé et tiré sur le poteau, mais pas de but. À Lens, expulsion du Montpellierin Stojkovic en fin de match, mais en première période, Montpellier ouvre le score, Huard lobé par Pérez, Lens menait 1-0. Mais 3 minutes plus tard, centre du Belge Benoît Tans, repris par Lagrange, un partout à la mi-temps.
Tence, dont c'était le premier match, dont le coup franc dévié est repris par Vercruis et Lens bat Montpellier. À Brest, devant 4000 personnes seulement, c'est Lille qui ouvre le score, but marqué après 8 minutes de jeu par Alain Piard, ballon repoussé préalablement par Chalery. 20 minutes plus tard, Brest égalise, pénalty de Guérin, 1 partout. La deuxième période, cette fois Brest prend l'avantage, tête de Colter, Brest mène donc 2-1, mais se fait rejoindre 5 minutes plus tard, les deux équipes ont fait match nul 2 partout, et dernier but du match, marqué de la tête par Buisine. Match curieux à Laval, tout commence par un but marqué par Le Havre et Huvenard. Laval est mené 1-0, mais les joueurs de Michel Le Milinaire égalisent après 27 minutes de jeu, but de Oman Beyik. L'attaquant camerounais récidivant 2 minutes plus tard, Laval alors grâce à lui mène 2-1 et c'est le score à la mi-temps. Match curieux car le brouillard alors apparaît et c'est encore Oman Beyik qui permet à Laval de mener 3-1 et comme vous pouvez le voir donc dans un brouillard très épais. 1 minute plus tard, but de Brisson. 4-1 pour Laval. Puis Le Havre par Vizek et sur pénalty réduit le score. 4 buts à 2, le but a été marqué, mais il l'a bien été, c'est marqué sur le panneau. Puis 4-3 à 1 minute de la fin, le but, le dernier de la rencontre, apparaît-il, était marqué par Monteil pour Le Havre. Ça s'est terminé, vous le voyez un petit peu dans la confusion, mais Laval l'a bien emporté 4 buts à 3. Le classement, bonne affaire pour Monaco, de nouveau 4 points d'avance. Derrière, il y a toujours Nantes et Bordeaux, mais c'est de plus en plus serré. 9 équipes se tiennent en 3 points seulement. Le bas du tableau, l'événement, c'est bien sûr la place du Paris Saint-Germain, qui est barragiste et qui a un nouvel entraîneur, mais c'est toujours la chute libre. Enfin, près de 160 000 spectateurs, très bonne moyenne et bon total de buts, 24 ont été marqués. Deuxième partie du tableau, ça sera pour plus tard, mais Frédéric Jaillant vous a donné l'essentiel. On en termine comme toujours avec le but de la semaine pour cette 17e journée. Le but de la semaine donc. Grâce au ralenti, vous allez pouvoir apprécier quelque chose qui vous a peut-être échappé sur le direct, sans doute pas aux spécialistes. Mais pour les autres, regardez un bon travail de Zénier de l'intérieur du pied. Regardez Eric Black qui arrive plein pot. Il peut reprendre ce ballon de l'extérieur du pied droit. Et regardez bien la position de son corps. Pivote très bien et marque en fait, là vous l'avez bien remarqué, de l'intérieur du pied. Et ça, ce n'est pas vraiment évident. Dans le même genre, le but de Brest, on va remarquer un petit quelque chose. C'est la position de Colter. Regardez, par rapport au centre. Il est en retard par rapport aussi à l'adversaire direct et au gardien de but qui va sortir. Le ballon continue. Il est toujours derrière et là il jaillit et il anticipe remarquablement par rapport au rebond et marque de la tête. Ça aussi, ce n'était pas évident. Et ce n'était pas évident. Maintenant, c'est l'heure du jeu Téléfoot Sport, le quotidien de sport que vous connaissez. Un petit rappel du règlement avec Alain Join. Nouveau jeu TF1, le sport. 5 ballons urnes, la France divisée en 5 régions, Paris-Centre, Nord, Ouest, Sud, Est. Découpez le bulletin de vote dans le journal Le Sport. Vous pouvez aussi le demander gratuitement. Tous les dimanches, dans Téléfoot 1, tirage au sort des 5 bulletins réponses. Prix, un abonnement d'1 an à l'un des 56 clubs de votre choix et un abonnement d'1 an au journal Le Sport. Bonne chance. Et bonne chance. Et on va voir si la chance a tourné. Bon, les 5 urnes, Claire Avril, que vous connaissez bien, spécialiste de football à 16h. Bonjour Claire. Eh bien, on y va, il faut tirer. Les mains innocentes, on y va. Céleste. La main qui va gauche. gagner pour l'Est? Allons-y. Allez, je tourne bien. Voilà. Alors, nom, c'est donné. Prénom, Jacques. 68 rue Ludovic Arachard, à Lyon. Voilà. D'accord. Alors, donc, un abonnement pour l'Est. On enchaîne vite, Claire. Vite. Il y a une question de temps. Donc, donnez Jacques, 60 rue Ludovic Arachard, 69 008, voilà. Lyon, à Saint-Étienne. Alors, le deuxième, c'est Didier, oui, comme vous voyez, oui. Ça porte bonheur. Le Grand, oui. Qui habite... 20 bis rue d'Arras, 62 580 à Lens. Voilà. On enchaîne, Claire, un rythme fou. Il
avoir la condition physique. Donc le Grand Didier, 20 bis, rue d'Arras, 62 musclé le bras 580 gauche. Lens. Région Voilà. parisienne. En région parisienne, c'est monsieur Jean-Michel de Chadirac. Le chat d'Irak. Voilà, c'est ça. Ah oui, non, mais c'est C-H-A-D-R-I-A-C. Oui, c'est plus spécial. Jean-Michel, alors c'est compliqué, Galilée. Vas-y. 93 230, Tremblay-les-Gonesse. C'est connu Tremblay-les-Gonesse. Club choisi, Matra Racing. Voilà. On y va. Alors, Bernard Philippe, non, Philippe Bernard, C'est pardon. le sud, ça, c'est le sud. Bernard Philippe, c'est le sud. C'est ça. Mon père, normalement, qui va gagner. Alors, Bernard Philippe, 76, Cours Saint-André. 38 j'enchaîne. 80 800, Pont de Claise. Lui, un abonnement pour l'Olympique de Marseille. Et on conclut avec... Alors, le dernier, c'est Noël Touchard, qui habite Quimper, l'adresse 4 rue Charles d'Orléans. À Quimper. À Quimper. Et donc, voilà, club choisi, bravo pour Quimper. tous les gagnants. Bravo pour tous les gagnants. Et ils gagneront donc un abonnement, le club de leur choix. Et attention à ceux qui ont perdu dans 3 semaines. Ils seront encore en course pour un superbe cadeau, Claire. J'espère que tu seras. Soyez attentifs. Il faut rester jusqu'à la fin. Et on enchaîne maintenant avec la deuxième division avec Thierry Roland. Et on commence avec, dans le groupe A, Martigues, Cuiseaux et Makita qui ouvrent le score pour Cuiseaux à Martigues à la 56e minute, 1-0. Égalisation de Dimeco 10 minutes plus tard. Martigues et Cuiseaux font match nul, 1 but partout. Toujours dans ce groupe A, Tours a battu Ajaccio 1-0 grâce à un but de Vermeulen, comme quoi il y a des joueurs du Paris Saint-Germain qui arrivent à marquer des buts. Mais là, maintenant, Vermeulen, Pierre, il joue à Tours. Dans ce groupe A, Sochaux est en tête avec 4 points d'avance sur Lyon. Monceau et Cuiseaux-Louhans sont à 8 points. Il n'y a eu aucune victoire à l'extérieur. Dans le groupe B, à présent, Strasbourg a cartonné devant Lorient, 6-0. Nous ne vous montrerons pas tous les buts, mais nous vous montrerons le 4e et le 5e. Le 4e signé Liégeon, le défenseur, et le 5e signé Etamé, le milieu de terrain offensif. 6-0, Strasbourg a battu Lorient. Pendant ce temps-là, à Nancy, Nancy battait Melun 4-0. Le premier but signé Stephen, l'Écossais, et le dernier signé Kierman, qui a marqué 2 fois. 4-0, 10 buts au total pour Strasbourg et Nancy face à Lorient et l'entente Melun-Fontainebleau 77. Strasbourg a toujours le poste de leader, Caen est à 2 points, Rouen à 5 et seul Mulhouse a gagné à l'extérieur à Quimper grâce à des buts signés Pelé et Ndiaye. Voilà, et maintenant il est l'heure de passer un petit moment avec les pubs, alors ne quittez pas, on revient tout de suite. City, c'est moi. City, eau de toilette déodorant. City, 3 parfums séduction. City, c'est moi. City, eau de toilette déodorant et gel douche parfumé. City, une nouvelle gamme pour hommes. Ce bricoleur émérite réussira-t-il à trouver la marque de cette perceuse visseuse dévisseuse Peugeot? C'est une Peugeot! À quoi l'avez-vous reconnu? À la mallette rouge! Jusqu'au 24 décembre, Peugeot vous offre une mallette pour partir avec votre perceuse. C'est ma Peugeot! Maintenant, pour changer mes amortisseurs, moi, je fais confiance à Midas. Pour l'amortisseur, comme pour l'échappement, champion Midas. Découvrez Sensor, l'ultra-cuiseur de Seb. Pour la première fois, le verrouillage automatique Sensor. Dès que la cuisson commence, ouverture impossible. Avec Sensor, ça va vite. La décongélation, la cuisine vapeur vitamine et les 300 recettes gourmandes. Sensor, l'ultra-cuiseur de Seb. Ça va vite. Mangeons du lait. Je n'ai jamais pu m'en passer et c'est comme ça que j'ai gagné. Depuis que nous on aime le beurre, on navigue dans la bonne humeur. Mangeons du lait. Des protéines, on le donne vite pour la vie. Des protéines, on le donne vite pour la vie. Mangeons du lait.
Quand on veut une huile parfaitement adaptée à tous les moteurs, à tous les climats, à tous les usages, on choisit BP Pilote. BP Pilote, une nouvelle gamme si complète que de la Formule 1 à la conduite en ville, elle répond mieux à tous vos besoins. BP, s'il y avait mieux, ça se saurait. Hello, je m'appelle Michel-Georges Prédoncourt. Mais mon pseudo, c'est Takata. Game, c'est ma folie. 25 jeux différents. Et en avant, Takata. Michel-Georges, à table. Votre voiture, monsieur Prost? Tout de suite. Alain Prost, les pneus Goodyear Eagle NCT sur votre voiture, ça compte? Oui, ça compte vraiment. Vous aussi, dites Goodyear, je compte sur toi. In position for docking. Over to you, ground control. What is it? UFO, sir. Fantastique. C'est un magnétoscope. Incroyable. Il s'intègre parfaitement dans le téléviseur. Grundig, le challenge technologique. Au-delà des limites, aux frontières du vertige et de l'ivresse, Ushuaïa, le magazine de l'extrême. Avec Nicolas Hulot dans l'univers des sensations fortes et sur la une. Bien, alors on passe à la deuxième partie de ce téléfoot et donc le dossier entraîneur acte 1. Alors comment devient-on entraîneur? Qui tire un petit peu les ficelles? Il y a des détails évidemment qui nous échappent. Et il y a aussi l'UNECATEF. Le secrétaire Georges Boulogne va en dire plus au micro de Martin Zara. Premier sujet des entraîneurs. Il n'y a pas de son. Eh bien, on devient entraîneur en suivant une filière assez complexe et surtout renouvelée. Le 3e degré, par exemple, représente 8 examens successifs à partir du brevet de secouriste, le diplôme d'initiateur délivré par la fédération, et ensuite le brevet d'État à 3 degrés, avec 2 parties, une partie commune à toutes les disciplines et une partie spécifique. Ça fait donc 8 examens successifs et qui sont de plus en plus difficiles et qui exigent de plus en plus de technicité. Il y a une limite pratique parce que à partir du stage de 2e degré, les stages sont très durs physiquement et pour arriver au 3e degré, il faut un niveau de technicité en tant que joueur très important. Les joueurs, ils jouent, on a besoin, les dirigeants ne peut pas toucher. Il reste le fusible qui peut éviter l'incendie en sautant. En général, c'est l'entraîneur. C'est la solution qui ne résout rien d'une manière générale, mais qui détend un petit peu la situation. Il y a beaucoup d'entraîneurs affiliés à l'UNECATEF qui sont au chômage actuellement. Ah, il y en a quelques-uns, pas de trop nombreux, il y en a une dizaine, une quinzaine. Il y a forcément dans ce domaine-là un certain nombre de gars qui trouvent pas d'emploi, ne fût-ce que parce que, je répète, c'est très aléatoire et c'est très fugace comme situation, donc on traîne ce qu'on appelle un volant de chômage assez important. Avec un diplôme du 1er degré, on entraîne au niveau régional, le 2e degré, niveau national jusqu'en 3e division. Enfin, avec le 3e degré, on devient entraîneur professionnel. Voilà, on y voit maintenant un petit peu plus clair. Alors, 2 entraîneurs prestigieux d'une autre époque, d'autrefois, Albert Batteux et Lucien Leduc, sans doute quelques anecdotes. Et puis c'est bon de savoir comment cela se passait à l'époque. On voit tout cela avec Yves Kufferman qui les a rencontrés à Annecy. La passion intacte pour ces 2 hommes qui représentent 50 années de notre football. Excellents joueurs, ils ont tous 2 connu une longue, très longue carrière d'entraîneur. Albert Batteux a commencé en 1950 avec le Grand Reims, 5 titres et quelques années plus tard, de 67 à 72, on le retrouve à Saint-Étienne. Toujours la même réussite qu'il abandonne pour ses adieux en 79 à Nice, puis en 80 à l'OM.
Des titres, Lucien Leduc en a lui aussi collectionné, notamment avec Monaco qu'il entraîna de 1958 à 63. À Marseille en 71-72, puis retour à Monaco de 76 à 79. Il termine sa carrière en 83-84 au PSG. À eux deux, près de 60 saisons sur le banc de touche, ce qui leur permet de juger l'évolution du métier d'entraîneur. L'entraîneur faisait beaucoup de choses. Il avait peu d'adjoints, sauf certains clubs. Ce qui fait que ça faisait une masse considérable, disons, de travail. Et comme on dit, quand on en fait trop, on se disperse, quoi. Ma fonction était très proche de celle des entraîneurs actuels. C'était, mon rôle essentiel, c'était l'entraînement technique et la composition d'équipe, la préparation des matchs, etc. L'évolution se situerait-elle alors au niveau de l'entraînement ? Les aspects de l'entraînement ne semblent pas différents maintenant qu'avant, mais je pense que c'est tout à fait normal. Dès lors que, je répète, on ne tape pas dans le ballon avec le dos, et que on tape toujours de la même façon, il va de soi que les entraînements essentiels, sur le plan du jeu comme sur le plan de la technique propre, elles sont à peu près pareilles. Ce qui par contre a changé, c'est la pression qui pèse aujourd'hui sur les épaules de l'entraîneur. Oui, il y a plus de pression parce qu'il y a plus de médias aussi. Il y a plus de médias qui font évidemment, disons, l'opinion, aussi bien la presse écrite que la télévision. Et il est certain que ça produit, disons, des situations conflictuelles. Conflits qui le plus souvent opposent les dirigeants à l'entraîneur. Avec Reims, à un moment donné, on a fait un début catastrophique en perdant 4 ou 5 matchs qui étaient vraiment très extraordinaires à cette époque. Et alors, on a fait un match de Coupe d'Europe contre Aarhus, je me souviens, de Copenhague. Et pour ce match-là, les dirigeants m'ont dit, bon, écoute, rien n'est changé, hein, tu t'occupes toujours de l'équipe, tout ça, mais nous aimerions que tu fasses jouer un tel, que tu fasses jouer un tel, tu fasses jouer un tel. Alors je dis, j'ai compris, vous voulez que un tel joue. Alors c'est d'accord, mais je dirais que c'est vous qui en avez décidé ainsi. À Marseille, où on peut employer le mot, n'est-ce pas, j'ai été limogé dans des conditions qui étaient, comment dirais-je, assez surprenantes, étant donné que le club était premier avec 7 points d'avance. Un entraîneur qui a réalisé pratiquement le doublé dans la saison qui est limogé, c'est quand même très rare. Et pourquoi ? Parce que le président avait demandé à Lucien Leduc simplement de ne pas faire jouer un joueur qui ne lui plaisait pas. Il n'a pas accepté parce qu'il estimait que ce joueur, qui n'avait absolument pas démérité par ailleurs, devait jouer dans l'équipe et il a refusé de à son président. À cause de quoi il était limogé. Spécial, mais il doit même y avoir pire. Maintenant, les entraîneurs de la nouvelle génération, nous avons choisi Jean Fernandez et Arsène Wenger. Ils ont sensiblement le même âge, le même profil également, la même carrière. Cela fait 4 ans, c'est la 4e année qu'Arsène entraîne les professionnels. La 3e année pour Jeannot Fernandez. Nous les avons trouvés évidemment sur la Côte d'Azur. Jean Fernandez arrive de Cannes et Arsène Wenger de Monaco. Entre Cannes et Monaco, pratiquement à égale distance, il y a Nice. Les deux entraîneurs, qui sont aussi de fins gourmets, se retrouvent ainsi à 2 pas de la promenade des Anglais, à l'Univers, chez César, restaurant bien connu de la ville. Évidemment, à table, on parle du métier d'entraîneur. Est-ce que tu as vraiment été surpris par certains côtés de ce métier? Bon, ce qui me surprend le plus, c'est le résultat, c'est la pression du résultat. Je crois que, bon, moi je pensais souvent aux entraînements, à la progression de l'équipe sur un plan individuel et collectif. J'ai encore ce souci avec mon équipe en première division, mais il y a cette pression du résultat. Mais est-ce que tu penses que, en discutant et en faisant référence aux entraîneurs que tu as connus, le métier a changé beaucoup aujourd'hui? Bon, je pense que ce qui a le plus évolué, c'est au niveau d'entraînement. Je pense qu'il y a 10 ans de ça, bon, moi, quand je m'entraînais, souvent c'était pris sous forme d'amusement, alors que maintenant c'est beaucoup plus professionnel. On demande aux joueurs de se surpasser au niveau d'entraînement. Du professionnalisme et une salade du pêcheur, une pour de vrais sportifs, vous le constatez. Par rapport à la récupération, les soins, le sommeil, la diététique et tout, je crois que les joueurs sont devenus plus professionnels. Dis-moi, est-ce qu'il t'est arrivé de composer une équipe en contradiction avec tes principes parce que tu étais dans une position difficile au classement? Bah oui, ça m'est déjà arrivé, Arsène. Même si je suis un jeune entraîneur, ça m'est déjà arrivé de le faire. Au détriment de la qualité, à un moment donné, il faut faire le résultat. Petit break, pâte au cèpe, il y a bon, allons-y. Je t'avais demandé ce qui avait changé depuis 3 ou 4 ans, depuis que tu as commencé le métier. J'ai l'impression que c'est surtout toi.
Bon, ce qui a changé, c'est bon, le fait que quand tu es joueur, bon, tu as beaucoup de temps et là, entraîneur, tu as toujours quelque chose à faire. En fonction du résultat, en fonction des entraînements, en fonction des joueurs blessés, des joueurs fatigués. Je crois qu'on a un minimum de temps où on peut se consacrer soit au loisir, soit à la famille. Et toi, Arsène? Ce qui a changé depuis 3 ou 4 ans, c'est peut-être, je pense que par rapport à il y a 5 ans, les recettes extra-football sont devenues beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient. L'insécurité du métier a certainement augmenté. Et je pense que peut-être parce qu'une grosse partie de l'argent ne provient plus directement du football, mais de l'extérieur. Un coup de barre, le dessert de César et ça repart. Je voudrais que tu me dises tes réactions sur le banc pendant le match. Je dirais que je le vis d'une façon, sans doute comme tout le monde, d'une façon très très intense et d'une façon des fois d'une intensité dramatique. Je me force à rester calme et je me force à prendre du recul souvent par rapport au match, ce qui n'est pas toujours évident. Et toi? Ben moi, c'est ce qui est le difficile. Je crois que pour le moment, c'est la chose que j'arrive le moins bien à maîtriser. C'est les réactions que je peux avoir pendant le match. Autant bon, j'arrive à être calme, autant je réagis très très violemment contre une passe ratée, contre une occasion de but ratée. Ça, c'est bon, souvent j'ai des réactions pendant le match qui sont violentes. Le café, maintenant, messieurs, vous devez conclure. Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens vraiment très seul dans ce métier? Ben oui, surtout après une défaite. C'est le moment où on a l'impression qu'on est tout seul, où on se remet en cause et on se dit est-ce qu'on a fait la bonne équipe, est-ce qu'on a fait le bon choix tactique. Et je crois que bon, il m'est arrivé souvent de me retrouver tout seul, de gamberger sur le match, sur la défaite. Et c'est le moment où on se sent vraiment tout seul. Est-ce que toi, Arsène, ça te fait la même chose? Oui, souvent, je dirais qu'au moment d'une décision très importante, soit dans la formation de l'équipe, soit dans le recrutement, et surtout, comme tu le soulignes, après une défaite, on a vraiment l'impression qu'on se sent pleinement responsable et totalement responsable, et à ce moment-là, on se sent souvent très très seul. Voilà le genre de métier où il faut avoir le cœur bien accroché. En préambule de chaque sujet, vous avez sans doute reconnu la patte de Lucien Leduc. Il s'agit de petits bouts de poèmes de Lucien Leduc, précisément sur l'entraîneur. Dernier volet de ce premier acte avec Georges Perroche, lui aussi un entraîneur pas vraiment comme les autres, qui a connu des moments bien difficiles, après des moments très, très chauds. Reportage Philippe Houy. La pêche, c'est sa deuxième passion, mais il y a consacré un petit peu trop de temps à son goût. Georges Perroche a été privé de football pendant 2 ans. Après Lille et le PSG, il n'a plus eu d'équipe à diriger et il en a souffert. Mais il sait aussi que c'est le risque du métier d'entraîneur. La stabilité, je crois qu'elle est un peu celle que nous sommes en train de vivre actuellement sur le bateau. Je crois que on est toujours sujet à un résultat plus ou moins favorable et il est certain qu'il faut s'attendre à tout moment à ce qu'il y ait des problèmes qui arrivent, même si éventuellement ça se joue sur très très peu de choses, notamment peut-être sur une décision d'arbitre ou peut-être sur un but qui est refusé ou non. C'est toute votre carrière qui risque d'être en cause à ce moment-là. Ces situations douloureuses d'un entraîneur qu'on laisse tomber pour des résultats qui ne sont pas tout à fait à la hauteur des espoirs de dirigeants, Georges Perroche connaît. Il a même vécu ça dans un club auquel il a donné ses premiers titres de gloire, le Paris Saint-Germain, avec lequel il a remporté 2 Coupes de France. Mais il n'est pas dupe, il sait que le résultat, bon ou mauvais, ce sont d'abord les joueurs qui l'obtiennent. Je ne sais pas si j'étais un grand entraîneur quand j'ai gagné la Coupe de France, mais en tout cas je me considère, même si actuellement le temps a passé, je me considère toujours comme l'entraîneur que j'étais il y a 3 ans, qui tente de faire le maximum avec l'effectif qui est mis à sa disposition. Et il est certain que, comme on a l'habitude de le dire, ce sont bien entendu les joueurs qui font la décision sur le terrain, même si l'entraîneur de temps en temps est là pour donner le petit coup de pouce favorable pour aller vers un succès. Alors, la qualité d'un entraîneur, elle dépend aussi des rapports humains avec les joueurs? Il y en a beaucoup qui vont devenir des entraîneurs et que peut-être dans leur carrière de joueurs, faudrait-il qu'ils soient un petit peu plus gentils avec les entraîneurs parce que peut-être un jour seront-ils eux-mêmes confrontés à ces difficultés. Un petit coup de griffe en passant à certains joueurs,
Aujourd'hui, Georges Perroche n'a plus les mêmes problèmes. À Quimper, il travaille dans la sérénité. Pas de pression non plus du côté des dirigeants, comme cela a pu être le cas au Paris Saint-Germain, où le président Borilli a été l'un des rares à lui faire confiance jusqu'au bout. Je suis certain que j'avais réussi dans ce club à extérioriser toutes mes qualités, qu'il y avait une très très bonne entente entre le football qui était pratiqué et les spectateurs, puisque nous avons, disons qu'en tant qu'entraîneur, j'ai encore la meilleure moyenne en tant que spectateur au Parc des Princes. Ça voulait dire que le spectacle qui était offert était un bon spectacle. Et on a coutume de dire encore à l'heure actuelle que quand j'étais entraîneur à Paris Saint-Germain, on ne s'ennuyait pas sur le terrain. Et dans un métier où les valeurs sont parfois floues, il a également réussi la performance d'être celui qui est resté le plus longtemps à Paris. Suite de ce dossier, bien sûr, la semaine prochaine dans le 371 de Téléfoot. Pour l'instant, nous ouvrons notre rubrique étranger. Il y avait des matchs cette semaine comptant pour l'Eurofoot. Les éliminatoires qui se terminent, du reste, elles seront finies au début du mois de décembre. Pas d'images de Tirana, il faut dire qu'elles sont assez rares, les images de l'Albanie. Mais la Roumanie a gagné 1-0, un but de Klein. Et ça se jouera dans ce groupe entre la Roumanie et l'Espagne, finaliste du dernier championnat d'Europe. Le groupe de la France avec le dernier match de la RDA avant de venir à Paris face à la Norvège. Kirsten ouvre la marque pour la RDA à la 13e minute. Sur ce corner, c'est Fjarestad qui égalise pour la Norvège. Un but partout, 31e minute. À la mi-temps, grâce à ce but de Tom, la RDA mènera 2-1 pour l'emporter finalement 3-1. Car Kirsten, qui avait marqué le premier but, marquera aussi le troisième et dernier. RDA bat Norvège 3-1. Dans ce groupe, l'URSS est qualifié. Nous passons maintenant au groupe 5, Pays-Bas 8-0 contre Chypre, une victoire et c'était la qualification assurée pour les Pays-Bas à Rotterdam et ça n'a pas traîné puisqu'après seulement une minute, eh bien c'est Bosman qui a ouvert la marque. C'est la folie dans les tribunes, un peu trop et 2 minutes plus tard, donc après 3 minutes de jeu, regardez bien sur la droite de votre écran. Voilà, une bombe fumigène vient d'exploser, elle touche le gardien chypriote Chertou au visage. Il s'écroule dans un premier temps, ensuite quittera le terrain sur une sévière. Le jeu va être interrompu durant 45 minutes. Les joueurs chypriotes dans un premier temps ne voudront pas revenir sur la pelouse. Au bout de 45 minutes, ils reviendront et finalement les Pays-Bas l'emporteront 8-0 avec notamment 5 buts de Bosman qui marque ici à la suite de cette tête de Gullit. Simplement, il y a problème. Les Pays-Bas sont qualifiés peut-être, mais il y a plusieurs possibilités. Ou ils sont exclus de cet Euro 88, tout simplement. Alors la Grèce est qualifiée. Ou alors ils ont match perdu 3-0 contre Chypre. C'est-à-dire que pour se qualifier contre la Grèce, eh bien il faudra au moins réaliser un match nul le 16 décembre prochain. Nous restons toujours avec l'étranger, mais avec un Français, c'est Didier Six. C'est à Istanbul. Marianne Mako. 17 ans de carrière, 52 sélections en 10 clubs. Après Valenciennes, Lens, Marseille, Strasbourg, Mulhouse, Stuttgart, Bruges, Aston Villa et encore Valenciennes. Chômage cet été pour Six. Galatasaray le sollicite alors. C'est Derval qui n'est pas n'importe qui. Deux fois je suis finaliste de la Coupe du Monde, qui est venu me voir et qui m'a dit j'aimerais que tu viennes là-bas parce que je pense que tu as des possibilités de faire quelque chose de bien là-bas. Et entre-temps, j'avais aussi 2 offres de la Bundesliga, la première division allemande. Et j'ai donné ma parole à Derval et je suis venu ici pour voir au départ. Et après, ça m'a plu parce que c'est un pays qui est joli, où le club a des installations vraiment superbes. Et en plus, c'est un club qui joue les premiers rôles. Donc, ma décision a été vite prise. Retrouvailles avec Joop Derval, manager des belles années de l'équipe nationale de RFA, le Michel Hidalgo allemand. Vous le connaissiez avant qu'il joue en Allemagne, forcément? Ah oui, j'ai joué contre France 7 fois. Didier a tant de possibilités. Il peut jouer à tous les postes, au milieu comme devant. Cela ne pose pas de problème. Un entraîneur talentueux et de bons éléments. 9 internationaux turcs, dont quelques-uns expérimentés au Bayern de Munich, au Standard de Liège et à Stuttgart. 2 vedettes yougoslaves, Prekazi et surtout Simovic, le gardien de l'équipe nationale, présent à l'Euro 84.
Et le public, stade comble dimanche pour Galatasaray et Fenerbahçe, l'un des derbys de la ville. Il y a 4 clubs à Istanbul, ambiance à l'italienne. C'est beaucoup plus important de jouer devant 50 000 spectateurs tous les matchs que de jouer devant 1500 pèlerins qui sifflent à droite et à gauche sans savoir pourquoi, parce qu'ils ont une agressivité à faire sortir. Ici on joue devant 50 000 spectateurs qui crient pour le club. On couvre d'or le meilleur joueur du mois. Ce mois-ci, c'est Arif de Galatasaray. Coïncidence, Galatasaray est au début du siècle un lycée français. Il l'est toujours et tous ses dirigeants parlent couramment notre langue. C'est le lycée de Galatasaray qui avait fondé le club de Galatasaray. En 1905, c'était le premier club de la Turquie. Il a un budget à peu près 4 milliards. Il a 16 branches. Et nous sommes cette année champions de 15 branches. Arrivé trop tard dans la saison, Didier Six doit obtenir l'assimilation turque et non pas la naturalisation pour pouvoir évoluer dans le club comportant déjà 2 étrangers. Vous vous appelez Dundarsiz? Non, c'est une façon d'écrire mon nom, ça s'arrête là, mais ne vous inquiétez pas, je sais comment est mon nom de famille, je sais comment je m'appelle. Comment on vous appelle ici? On m'appelle Didier, on m'appelle Didi, exactement. Didi? Ouais. On m'a dit que ça voulait dire papy en turc, c'est vrai? Je crois que je suis peut-être le papy de l'équipe. Vous pensez aller au bout de vos 2 ans de contrat? C'est pas trop long, loin de la France? Non, je n'éprouve pas tellement le besoin de revenir. Mes filles qui sont en France me manquent, ça c'est certain. Youb Derval avait un contrat aussi d'1 an ou 2, et ça fait 4 ans qu'il est là. Donc je crois que l'on se plaît bien à Istanbul. 14e journée du championnat d'Angleterre. Trippier a été accroché à Norwich. Arsenal, qui l'a emporté à Newcastle, rejoint Queen's Park Rangers en tête du championnat. 4 victoires à l'extérieur, vous le constatez, et un match au sommet aujourd'hui, Liverpool-Everton. 14e journée de la Bundesliga, 3 victoires à l'extérieur, mais pas de changement en tête du classement. Brême et Cologne, qui l'ont emporté, se partagent la première place et comptent toujours 1 point d'avance sur le Bayern, qui a gagné à Bochum. Dernier petit résultat, la Yougoslavie, vous savez peut-être, a gagné au penalty. Ça se passait au Chili, le championnat du monde du junior. Et puis également au Chili, le 3e match, Peñarol contre América Cali. Il s'agit de la coupe intercontinentale. América Cali a gagné le premier match. Au match retour, Peñarol l'a emporté. Et bien sûr, terrain neutre, c'est-à-dire également au Chili, cette nuit pour nous, Peñarol a gagné la coupe intercontinentale 1-0. Et c'est vraiment pas la première fois qu'il la gagne, Peñarol. Il la gagne souvent. Le Peñarol de Montevideo, donc club uruguayen. On voit vite la grille du loto. Et là, Thierry, alors, si vous l'avez pas Porto, là, alors. on l'aura jamais. Ils joueront contre Porto à Tokyo pour voilà. la... Bah là, il y aura beaucoup de gagnants. Car en fait, c'était la Coupe Libertadores, évidemment. La coupe Libertadores. Bah, vous y êtes là. Dans les gagnants ou dans les Libertadores? Non, dans les deux. Non. Non, une victoire à l'extérieur, non? Oui. Ah, c'est pas Jojo quand même, hein, tout ça. Non, c'est pas brillant. Bon, eh ben, on va pouvoir présenter. On va présenter quelques petits livres. Eh bien, je vais ouvrir avec le numéro de novembre de Mondial, qui fait la part belle puisqu'il y a un poster à l'intérieur de l'équipe de Nantes aux Canaries. C'est vrai qu'il marche très bien avec Amis, Bourouchaga et Deschamps. 3 générations de Nantais sur cette couverture. Bien, on enchaîne avec 11 et c'est Enzo Francescoli qui fait la couverture. Il y a également un poster de Tigana et Roche, Liverpool, le PSV, Eindhoven, Cologne, tout ça évidemment c'est la partie européenne. Il y a la partie française avec le Racing et toujours des superbes photos comme celle-ci. Gérard Baudot, regardez comme il est beau, Bruno Bellone, c'est le retour de bébé. Ça a été pris sur la terrasse du Martinez, là il y a toute la croisette derrière, c'est vraiment un bien joli pays. Thierry, on enchaîne. Eh bien avec le traditionnel bouquin de Eugène Sacomano, d'Europe numéro 1, du reste ça paraît aux éditions numéro 1, 87, une saison de football, Eugène Sacomano. Et dans le même genre, c'est sensiblement le même volume. Georges Eddy, notre confrère de Canal+, spécialiste de basket. Oh, quel beau panier, Charlie. C'était vraiment extraordinaire à Abu Jabbar. Mais là, c'est pas du basket, c'est du football. Mais c'est pas du football non plus. Enfin, c'est du football américain. Georges Eddy, vous savez, qui est spécialiste des sports américains en particulier sur Canal+. Et la couverture donc de France Football qui paraîtra mercredi pour terminer avec Madjer en couverture. Tout un reportage sur le brillant Algérien du FC Porto. Madjer qui est contacté par l'Atlético Madrid. Voilà, ça se termine, Didier. Pour ceux d'entre nous qui sont à Nancy, à la Galerie Stanislas, il y a une très belle exposition de peinture qui parle de Platini. Tout Platini par 45 artistes de réputation mondiale. Et puis cet après-midi, Didier, c'est le 4e tour de la Coupe.
Alors, bonne chance à tous ceux qui jouent. Voilà. Et le Variété qui joue à Brie-sur-Marne contre Rosny-sous-Bois. Et puis un petit coucou à Michel Seguin, j'ai lu quelque part, je crois que c'est dans France Soir, qui regarde Téléfoot dans son lit avec sa petite bouée et son petit canard. Mais il s'appelle Philippe. Et oui, j'ai dit Philippe Seguin. Non, t'as dit Michel, mais enfin c'est pas grave. Ah bon, c'est Philippe. Enfin c'est le ministre des Affaires sociales. Il faut sortir du bain, monsieur le ministre. Et un Philippe Seguin, maintenant il va être dérangé. Mais là c'est un bon plan pour pas être dérangé, le bain. Voilà, tranquille. Mais faut pas téléphoner dans le bain. Ah non, pas de téléphone, il a le canard. À dimanche prochain.